faire dialoguer tout ça. Ce que j'aurais envie de partager, ce que vous nous avez amené à partager finalement, c'est comment appréhender ces questions de malentendu ou de dissonance. J'aurais envie de le dire comme ça. Avec d'un côté vos apports, Monsieur Derivois, et ceux que vous nous avez amenés, et notamment dans les vignettes cliniques à la fin, en se focalisant sur un moment de, moi j'ai envie d'appeler passage, parce que c'est un passage, est-ce qu'on peut encore l'appeler comme ça, je ne sais plus, qui est ce moment de grande section où on quitte l'école maternelle pour aller vers la grande école, l'école maternelle ou l'école élémentaire, et qu'au final, quand ça ne va pas, il y a deux possibilités. Soit on va à l'école élémentaire avec sa valise de difficultés, soit on passe par la case handicap pour pouvoir bénéficier de temps et qu'on ne tient peut-être plus tout à fait compte de ces malentendus ou de ces dissonances. Donc je vais inverser les propositions de réponse et je vais d'abord inviter M. Scola à nous en dire quelques mots synthétiques, qu'on puisse aborder les choses et donner la parole après à M. Derivois. Oui, c'est une situation très fréquente et vous faites bien de la pointer parce que ça fait un traumatisme de plus, celui de l'éventuelle incompréhension de la situation. Et justement, cet âge charnière et cette phase charnière qui est en même temps pour mon pays celle du passage à l'écrit et de l'accès au savoir scolaire par l'écrit, quand l'enfant doit mener de pair ces acquisitions linguistiques dans la langue du pays d'accueil, son acculturation avec le trauma migratoire. Alors que d'ailleurs, le trauma migratoire n'est pas toujours vulnérabilisant, hein. Il est structurant, hein. Ça s'appelle trauma migratoire, mais d'ailleurs, ça fait développer des habiletés. Dans certains cas, c'est souvent appelé résilience. Mais on a parfois des situations, comme je l'ai dit précédemment, où ça va être mené avec succès. Et là, on a des situations de bilinguisme additif. C'est-à-dire une personne qui, dans chacune des langues, sera plus performante qu'un monolingue pour chacune des langues parlées. Et grâce à l'acculturation, un sens du relatif qui va se développer. Mais on peut avoir une situation inverse, où ça sera un fardeau, et où le bilinguisme sera soustractif, éventuellement un semi-linguisme. Alors j'aime pas trop l'expression parce que semi-linguisme voudrait dire semi-locuteur et semi-personne, mais semi-linguisme c'est une personne qui finalement ne parle pas mal de langue, mais en parle une qui est un petit peu un code avec des éléments, des morceaux d'énoncés de chacune des langues. Là il y a un véritable handicap social dans le pays d'accueil, mais également en cas de retour dans le pays d'origine. Donc la place des parents et la place de l'institution et du dialogue entre les deux pour fournir tous les ingrédients favorables à un développement harmonieux au niveau langagier, affectif, identitaire et cognitif est crucial. Et les médiateurs interculturels dans le soin sont à ce moment-là ce que dans une réaction chimique on appellerait des catalyseurs. En leur absence, les réactifs ne fonctionnent pas. Rapidement sur le trauma migratoire, c'est vrai que il faut vraiment distinguer l'événement migratoire du traumatisme. Très souvent, ce qu'on appelle trauma migratoire, c'est l'actualisation du traumatisme antérieur et qu'on va tout de suite lier avec l'événement migratoire. Parfois, ce qui fait le trauma, c'est les modalités de l'accueil aussi. Parce qu'il y a pas mal d'études qui ont montré, par exemple, que le fait de migrer, ça peut constituer une source de richesse pour les gens, ce qu'on appelle Manuel paradoxe, par exemple. Il y a pas mal d'études internationales là-dessus. Et un autre point sur la question de ces enfants qui ont vécu des traumas et qui s'expriment mal. Parce que parfois, c'est une difficulté aussi d'exprimer leurs symptômes, leurs problèmes, leurs souffrances dans telle ou telle langue. Et on sait que le trauma, l'une de ses caractéristiques, ça sidère. Ça sidère, ça empêche de penser, ça empêche de verbaliser. Parfois, il y a un certain nombre de problèmes qu'on va très vite présenter comme étant un problème d'ordre linguistique
conflits, d'autres difficultés d'accès au langage à la langue. Pourtant, c'est quelque chose qui peut relever aussi de la souffrance psychique. Mais j'aimerais revenir aussi rapidement sur la question des malentendus. Comme tu l'as rappelé, cette différence que fait Debreu justement entre la culture avec un grand C et la culture avec un petit c. Tout est culturel. Le simple fait d'avoir un nom, un prénom, c'est culturel. Voilà. Et après, il y a des spécificités culturelles et qu'on va exprimer avec des attitudes, avec des comportements, et qu'on va parfois utiliser une langue aussi, des mots, pour tenter de traduire tout ça. Et ce qui me permet de faire un autre lien, et je termine là-dessus, sur un autre sujet qui fait débat, ce qu'on appelle la barrière de la langue. Moi, je pense qu'il n'y a pas de barrière de la langue. Si barrière existe, elle est idéologique. Parce que la langue, c'est fait pour communiquer. Ce n'est pas une barrière. Alors, pour interroger la dimension idéologique de cette barrière, et là on n'a pas le temps de le développer, il faudrait qu'on mette en présence les pays. Par exemple, pour un Français, face à un élève qui parle arabe, la barrière de la langue ne va pas être évoquée de la même manière pour un Français face à un élève qui parle anglais ou qui parle allemand. Parce qu'il y a aussi quelque chose de nos histoires globales, de nos histoires collectives, des rapports justement entre tel ou tel pays qui parfois fait surface dans la relation, et puis on met barrière de la langue. Alors que la langue, pour moi, c'est un pont, c'est un moyen de communiquer. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de barrière de la langue. Parce qu'il y a aussi la dimension linguistique et dimension vision du monde aussi qu'il faut interroger. Voilà, je prendrai juste un peu de recul par rapport à la réponse et ma question. Et je trouve que la réponse est finalement significative en ne répondant pas à la question, en nous invitant à prendre du recul pour ne pas y répondre à la demande telle qu'elle est formulée. J'aurais envie de le retraduire comme ça et de ne pas se précipiter dans les cases dans lesquelles on nous demande finalement de mettre les enfants sur des seuils des autres, essayer d'appréhender et d'accompagner les enfants dans des approches différentes pour tout justement faire du malentendu en un seul mot, l'ouvrir sur un mal entendu en deux mots pour ouvrir au dialogue. Nous avions prévu une deuxième question, mais je vais plutôt la garder en réserve et proposer à la salle de partager. Alors ce matin, j'entendais parler de témoignages dans la conférence de M. Ibrahim. Je ne sais pas si j'utiliserai le mot témoignage, mais plutôt des questions que vous souhaitez adresser ou poser à nos deux conférenciers. En fait, c'est plus un complément. Un complément, c'est extrêmement intéressant ce que vous nous avez dit. On aimerait comprendre un petit peu mieux ce qu'a dit notre professeur de psychologie, mais on ira lire ses livres pour comprendre un peu mieux. C'est par rapport au fait de la migration. Il y a souvent un changement de statut social qui peut créer une grande honte et que les enfants portent en eux. Et je voulais juste l'ajouter parce que je trouve que c'est tellement fondamental. On voit les enfants qui se cachent parce qu'ils ont honte finalement de parents qui ne peuvent plus travailler, qui ont perdu leur statut social. C'est juste un petit... Voilà. Et puis il y a un proverbe centrafricain qui m'a été dit par un ami qui vit cette situation. Quand la pauvreté rentre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Effectivement, on a fait une recherche sur les mineurs dits non accompagnés. Et justement, l'un des résultats, c'est que ces jeunes se plaignent de la non prise en compte de leur statut social dans le pays d'origine. Effectivement, puisque comme ils sont tous compris comme un bloc homogène, les migrants, les MNA, et là ça fait souffrance, et c'est quelque chose qui vient compliquer aussi leur articulation justement à la société d'accueil. Il y en a d'autres aussi qui vont faire la différence entre ceux qui ont fait la traversée en avion et ceux qui ont fait la traversée par bateau. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel ils sont très très sensibles. C'est-à-dire que derrière le côté phénoménologique de tout cela, ce qu'ils disent aussi,
c'est comment on prend en compte leur subjectivité, comment on prend en compte leur singularité. Quand on a trop tendance à les mettre dans un même panier, alors qu'on sait que le psychologue, son travail, c'est de prendre chaque sujet dans sa singularité. C'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de spécialistes. Nous sommes tous spécialistes du patient que nous avons, du patient ou de l'élève que nous avons en face de nous. Oui, alors parfois, en effet, dans la construction identitaire de l'enfant ou de l'adolescent, cette origine étrangère, visible ou pas visible, dans l'accent, dans certains traits, peut au contraire être valorisée. On voit parfois dans une fratrie certains enfants qui le vivent bien, mais qui le vivent même comme un moteur, comme un moyen de s'affirmer, de se valoriser. Au contraire, dans cette façon d'être semblable à certains et dissemblable à d'autres, certains qui le voient différemment. Pardon pour la référence, mais la valise en carton de Lida de Souza décrit bien ça. Des parents qui appelaient, d'ailleurs je ne demande pas pardon parce que c'est vraiment un texte poignant et ensuite la mise en scène était très jolie. Des familles qui appelaient à l'extérieur de la maison Pierre au lieu de Pedro, le fils, ou Marie au lieu de Marie. Et une fois le seuil franchi, on ne parlait plus le portugais à l'extérieur, alors que c'était quand même la langue de Vasco de Gama, de Rui Barbosa, etc., qui avait un certain prestige. Donc le prestige de langue, le prestige de culture, la façon de vivre son statut d'étranger, chez le même individu selon la période de la vie, ça peut être valorisant, valorisé ou pas. L'importance des modalités de l'accueil par la population adjacente, plus ou moins acculturée, importe, mais également, parfois on arrive à en faire, on s'aperçoit qu'on développe des compétences qui sont utiles localement.